Antoine issu de ces expériences que je vous présentais tout à l'heure, à savoir principalement VP, ManoMano et aujourd'hui Sunday App, nous parler justement de l'organisation des ops et de l'évolution de cette organisation à travers ces différentes expériences, parce qu'il n'y a pas une réponse, il y en a plusieurs a priori. Ou pas du tout. Pas du tout, pas de réponse. Il y a aussi des fails qui existent. Et donc peut-être qu'une solution peut être d'aller vers le platform engineering, mais ça c'est à découvrir maintenant. Antoine, je te passe la parole. Eh ben, merci Seven. Merci aussi de m'avoir donné ce challenge de parler d'Ops et de Platform Engineering, qui n'est pas du tout un sujet large et compliqué. Je pense qu'on pourrait faire encore 10 ans avec plusieurs cycles de conférences sur le sujet. Donc je ne vais pas forcément rentrer dans les détails de tout. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. Je n'ai pas de souci par rapport à ça. Sinon, on aura le temps aussi après la présentation. Merci beaucoup, Henri. Je ne sais pas où il est, pour ta presse qui a apporté beaucoup de matière nécessaire pour que je puisse enchaîner sur cette présentation-là. Donc, moi, c'est Antoine. Je suis aujourd'hui VP Platform Engineering chez Sunday. J'ai un background plutôt massivement orienté Ops. J'ai fait un peu de Dev, mais de façon très mauvaise, comme tous les gens qui viennent de l'Ops. J'ai plutôt un profil mouton à 5 pattes. Je ne suis pas un expert en quoi que ce soit. Hein. Voilà, il y a des gens bien plus doués que moi dans mes équipes. En revanche, je suis vraiment un amoureux de la tech et j'aime un petit peu tous ces différents périmètres. Je fais beaucoup d'open source aussi sur mon temps libre. J'essaye de pousser un maximum dans les différentes sociétés dans lesquelles je travaille. Voilà, donc je suis contributeur assez récurrent. Donc aujourd'hui, je bosse chez Sunday. Sunday, c'est quoi? C'est une boîte qui est un petit peu entre la fintech et la foodtech, qui propose un moyen de paiement, voire même un tunnel de checkout complet via un QR code pour ce qu'on appelle le milieu de l'hospitalité, donc les restaurants, bars, hôtels, etc. Le but est de reproduire l'expérience qu'on peut avoir sur un tunnel de checkout online, mais dans la vie réelle, donc avec des reviews, des notations, des programmes de fidélité, et évidemment le paiement également. Alors, le menu du jour, donc on va commencer par un petit Rex. Alors c'est pareil, je ne vais pas rentrer dans les détails de tout parce que vous comprenez bien que des organisations comme VP, Mano, etc., c'est des organisations qui sont complexes. Mais je vais vous donner un petit peu les grands paradigmes, les bases de stack technique, etc., qui expliquent ces paradigmes d'organisation, en tout cas en termes opérationnels, on va dire. Ensuite, je vais vous parler un petit peu de platform engineering, ce qu'on entend par là, ce que moi j'en entends. C'est un peu comme le SRI, hein, chacun a sa propre définition. Et voir où est-ce jusqu'où on peut pousser potentiellement le modèle qui a été introduit avec le DevOps vers quelque chose de beaucoup plus large en termes d'offre de service. Et ensuite, je vous parlerai un petit peu, voilà, suite à mon expérience, les choses auxquelles il faut faire attention. Et puis, voilà, un peu des jets d'idées comme ça qui valent ce qu'elles valent. Juste un petit disclaimer, je travaille tous les jours en anglais, donc si je me mets à parler comme Jean-Claude Van Damme, veuillez m'excuser, je ne connais pas toutes les traductions forcément, donc ça vient assez vite. Et évidemment, tout ce que je vais vous dire est assez subjectif, hein, c'est mon point de vue, je ne prétends pas écrire un livre sur le sujet très objectif, c'est vraiment par rapport à mon expérience personnelle. Alors, on va commencer avec un petit Rex rapide. VP. Donc anciennement vente privée, hein, je n'ai pas besoin de présenter la société. C'est renommé VP quand elle a réintégré ces différentes sociétés européennes type Privalia, vente exclusive, etc. au sein d'un nouveau groupe qui s'appelle VP. Alors ce qui est intéressant chez VP, c'est du full on-prem, ce qui est assez rare par rapport à ce qu'on peut voir aujourd'hui dans l'industrie, enfin, en tout cas l'écosystème tech en France. Pas de cloud public, ou en tout cas presque pas. Si ce n'est les équipes data, mais ça c'est historique suite au rachat de différentes sociétés. Donc la data est en partie hébergée sur GCP, mais VP c'est massivement à 90% du on-prem avec plusieurs data centers sur Paris et Amsterdam. Forte stratégie d'intégrer des solutions open source, de les intégrer, de les triturer et de créer une offre de service interne via ces solutions-là. Donc, ils ont créé leur propre cloud interne à partir de rien du tout. Ils sont basés sur aucun framework existant, pas de cloud stack, pas d'open stack, etc. Ils ont tout construit from scratch, quelque chose qui s'appelle VP Cloud.
Une des grosses raisons, il y a deux grosses raisons pour lesquelles ils ont fait ça, parce qu'on peut se dire aujourd'hui, ça va, c'est antinomique par rapport à tout ce qu'on peut voir dans l'industrie. Première chose, et hyper importante, souveraineté. C'est un mot qui veut vraiment dire quelque chose pour VP, qui est hyper important. Donc souveraineté des données, de l'opérationnel, etc. Mais également souveraineté technique, c'est-à-dire pouvoir en interne garder de fortes expertises sur des technologies plus bas niveau que ce qu'on appelle des pilotes d'API, voilà, qui vont jouer avec les API AWS, etc. Alors, d'accord, pas d'accord, en tout cas, c'est un point de vue qui est très fort chez eux, c'est ce point de vue de souveraineté. C'est constitué massivement de nano et de microservices aujourd'hui, VP. Ce n'était pas forcément le cas dans le passé, évidemment. Ils avaient un gros monolithe comme tout le monde. Aujourd'hui, c'est même beaucoup de nano-services plus que de microservices, mais avec toujours des grosses bases de données monolithiques, ce qui est toujours un challenge dans l'organisation, puisque la stack influe souvent sur votre organisation opérationnelle, même engineering. Donc avoir des choses parfaitement découpées en spectre fonctionnel, mais avoir une grosse ou des grosses monolithes DB qui finalement overlap tout, c'est toujours un challenge. Ils ont une stratégie make or buy qui est vraiment orientée make. Voilà, très peu d'achats d'outils externes. Alors, c'est du make, évidemment, tout n'est pas fait from scratch. Ils se servent énormément de code ou d'applicatifs open source pour monter leurs solutions. C'est en gros 900 personnes dans la tech, 70 SRE. Alors, je mets un petit modulo. Moi, j'étais chez VP il y a 3-4 ans. Les choses ont évolué depuis. VP, c'est entre 800 et 1000 selon les moments à la tech. Mais 70 SRE. Alors, on peut dire 70 SRE, c'est énorme. Quel type d'organisation peut arriver avec 70 SRE? Alors, en fait, ça dépend de ce qu'on met derrière le terme SRE. Chez VP, SRE, c'est beaucoup de profils différents, finalement. Il y a des gens qui sont plus orientés, ce qu'on va dire sysadmin traditionnel, qui sont très proches de l'infra et très proches de la gestion de l'infrastructure on-prem dans les data centers. Il y a aussi des gens qui font de l'infra as code full, qui travaillent sur les chaînes de CI/CD, qui font de l'observabilité, etc., etc. Donc c'est un terme un petit peu générique chez VP qu'on appelle SRI, qui en fait agrège un petit peu tous les ingénieurs qui ne sont pas des software ingénieurs purs. Donc, pour de vrai, dans la vraie terminologie du SRE, il y a moins de gens que ça. C'est organisé en tribus, donc voilà, une organisation assez conventionnelle, Spotify-like, on va dire. Hein. Donc, une tribu, c'est un périmètre fonctionnel autonome. Autonome également dans la réalisation d'engineering et opérationnel, à savoir que dans ces tribus, on a toutes les différentes compétences qui permettent de gérer le scope fonctionnel. Donc, on va avoir des SRI qui vont être dédiés dans ces tribus-là. On va avoir des programme managers, des product owners, etc., des QA, etc. Donc ça marche super bien. C'est-à-dire qu'une tribu est finalement autogérée, autonome, etc. Le problème, évidemment, c'est que dans l'Emray, il y a toujours des dépendances avec des tribus externes sur certains services, avec des services mutualisés, avec une base de données monolithique, etc. Chez VP, la gestion de cette transversalité, elle est compliquée. C'est tout un challenge. Il y a souvent des architectes transverses qui vont aider les gens à discuter, qui vont essayer de travailler avec l'infrastructure pour potentiellement changer un petit peu l'offre de service interne. Mais ce n'est pas quelque chose qui est smooth. Ce n'est pas quelque chose qui était smooth hier, c'est encore pas quelque chose qui est forcément très smooth aujourd'hui. Ils ont une tribu centrale qui est en charge, une tribu qui s'appelle Fondation, en charge de créer VP Cloud. Mais les interactions en termes de stakeholders, par exemple, vis-à-vis des devs, elles sont compliquées. Donc il y a eu un gros travail de rationalisation, notamment quand VP a réintégré ces différentes entités européennes. Donc comme je le mentionnais, il y a la tribu Fondation qui est responsable de créer l'offre, on va dire, plateforme VP Cloud. Donc aujourd'hui, c'est quoi? Alors ça a pris, il faut voir, ça a pris 3 ans environ de développement avant d'arriver à ce qu'on a aujourd'hui. Donc il y a un orchestrateur as a service qui est basé sur Kubernetes. Il y a du block storage as a service aussi, avec compatibilité S3. Il y a la DB as a service, donc du Maria et du Postgre.
il y a toute une chaîne industrialisée de CI/CD basée sur GitLab CI. Il y a un consul global au groupe qui permet d'enregistrer tous les différents services, notamment importants pour tout ce qui est monitoring. Et cette offre de monitoring, elle est basée sur du Prometheus, Grafana, Elasticsearch. Voilà. Il y a d'autres choses, je ne vais pas donner la liste exhaustive de ce qui est proposé. Ce qui est important de savoir, c'est que les tribus étant autonomes, elles sont libres ou pas d'utiliser cette offre de service. Okay. Alors, elles sont fortement incentivées à le faire, évidemment, mais historiquement, il y a beaucoup de tribus chez VP qui, n'ayant pas d'offre interne, ont monté elles-mêmes leur usine logicielle, leur orchestrateur, etc. Par exemple, aujourd'hui, on peut voir que le front chez VP, il est orchestré par du Nomad de chez HashiCorp, et pas par du Cube, comme une grosse partie du reste des services de VP. Alors, petite question que j'ai mis ici, c'est OK, on comprend bien comment c'est mis en place, on comprend bien qu'on veut créer une offre pour que voilà, les équipes soient autonomes, qu'elles délivrent plus vite, etc. Mais finalement, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas vers du cloud public, qui est quand même le cas d'usage parfait pour VP, dans le sens où VP, on sait quand est-ce qu'on a besoin de scaler, c'est 7h du matin, midi, 19h, c'est-à-dire à l'ouverture des ventes. Voilà. Pourquoi? Eh bien, toujours pour cette question de souveraineté. Et ça, c'est pour ça que c'est vraiment un parti pris, c'est-à-dire qu'on est prêt à perdre un petit peu de temps, c'est-à-dire à prendre les mois qu'il faudra pour développer quelque chose in-house, pour ne pas avoir à dépendre de partenaires externes sur ce qu'ils considèrent comme des fonctionnalités aussi importantes que la gestion de leur infrastructure et la gestion de leurs services. Alors, ManoMano, c'est une aventure assez intéressante, même très intéressante. Historiquement, ManoMano, c'était infogéré par un prestataire pendant des années. Donc, infogéré, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vos équipes Ops ou Dev et autres n'ont pas accès privilégié au serveur. Que c'est infogéré on-prem, donc avec les mêmes problématiques de j'ai besoin de scaler, on va commander un serveur, ça prend 15 jours. Pas d'accès privilégié aux bases de données, quasiment aucune observabilité, si ce n'est de la méta-observabilité que voulait bien nous fournir le prestataire. Et des chaînes de déploiement sur du gros monolithe qui se faisaient en release train, grosso modo une fois par semaine, 2 quand on avait de la chance. Vous savez ce que c'est un release train, hein, c'est là où on fout tout ce qu'on a fait dans la semaine d'avant, et puis s'il y a un truc qui pète, on revert tout parce qu'on ne sait pas ce qui a pété. Voilà, donc c'était pas idéal. À l'époque, il y avait 2 gros monolithes, dont un monolithe legacy, et une grosse base de données monolithique, comme je pense qu'on en a souvent un peu partout. Donc la stratégie Make or Buy de chez ManoMano, elle est plutôt mixte. On réfléchit à ce qu'on veut faire et on voit si c'est jouable de le faire in-house, si ça apporte de la valeur, si ça nous apporte de la valeur. Alors c'est très subjectif à apporter de la valeur, on en parlera à la fin de la presse. Ou est-ce que non, ça ne nous apporte pas de valeur et on est prêt finalement à louer un service ou à acheter un service. Mano, c'est 400 personnes à la tech, une quinzaine de SRE, c'est pareil, ça bouge entre 15 et 18, voilà. Alors, c'est organisé en trains. Les trains, c'est quoi? C'est défini par le framework SAFe, donc d'agilité at scale. En gros, on peut considérer que c'est un petit peu comme des tribes. C'est encore une fois un périmètre fonctionnel bien défini, qui inclut encore plus de fonctions que des fonctions tech. Il y a des fonctions métiers qui sont rattachées à des trains. Il y a évidemment toutes les fonctions de produits. Il y a des architectes qui sont également rattachés à des trains. Il y a des groupes d'agilistes et de coachs qui sont aussi rattachés à des trains. Voilà. Mais ça reste, on va dire, dans le principe, et en tout cas pour le quotidien des équipes tech, à peu près la même chose en termes d'organisation pure qu'une tribu. Alors, ce qu'on avait fait chez Mano à l'époque, c'est qu'on a fait un gros lift and shift de l'infogéreur vers AWS, hyper rapidement, en mode dégueulasse. On a copié-collé, grosso modo, ce qu'on avait. On a multiplié les coûts par 4 ou 8, évidemment, en 2 mois, puisque faire du copier-coller d'un legacy on-prem vers AWS ou même vers GCP, évidemment, vu que ce n'est pas du tout les pratiques d'utilisation des services cloud, ça nous a coûté très cher. Mais ça nous a sauvé les miches aussi, puisqu'on a fait ça juste avant le Covid.
Et au moment du premier confinement, le trafic de la plateforme a été multiplié par 4 en l'espace d'une semaine. On n'aurait pas été chez Amazon, on serait encore on-prem avec des serveurs physiques. Je pense qu'on serait tombé ou on aurait fait des queues d'1h30 comme l'ont fait certains de nos concurrents. Donc on est passé, post-migration, on est passé dans un paradigme de plus, maintenant on va commencer à optimiser, hein, maintenant qu'on a tout copié-collé. On est passé de 2 monolithes à un mini-lith, c'est-à-dire qu'on a supprimé le monolithe le plus récent, mais le monolithe legacy, on avait toujours besoin de quelques fonctionnalités côté paiement qui étaient pas urgentes à réimplémenter. Donc on appelle ça maintenant un mini-lith parce que c'est vraiment une petite brique, c'est pas un microservice, ça bundle quand même plusieurs trucs, mais il y a eu quand même gros dégraissage de fait. On est passé de 30 à plus de 200 microservices, je crois que c'est même 250 aujourd'hui. Et on a créé une abstraction pour les équipes de développement qui s'appelle App Deployed et qui leur permet de faire un descriptif de leurs microservices, donc en YAML, hein, le langage de code des ops, et qui leur permet de déployer leur applicatif et toutes les ressources que la plateforme peut offrir, ainsi que déclarer ses dépendances, etc. Donc ça, c'était hyper bien pour accélérer. Les devs ont adoré parce que c'est en gros, j'ai le nom de mon microservice, j'ai une dépendance avec ce microservice-là, donc on va s'arranger pour que sur le service mesh, les autorisations se passent bien. J'ai besoin d'une base de données dédiée, pas dédiée. Donc, si elle n'est pas dédiée, on la met sur la base mutualisée, sur le cluster mutualisé avec sa base, etc. Et tout ça de façon complètement transparente pour les devs. Donc ça a permis d'accélérer énormément la création de nouveaux microservices et même la maintenance de ces microservices-là. En termes d'organisation des équipes Ops, quand on était à l'époque de l'infogérance, il y avait une équipe un peu infrastructure, on va dire, donc qui essaie de se dépatouiller des problèmes de prod entre l'infogéreur et les vraies erreurs de code, ou en tout cas fonctionnelles qu'on pouvait avoir sur la stack. Une fois qu'on est passé à AWS, évidemment, on s'est dit, maintenant qu'on est réorganisé en tribus, etc., et qu'on a des vraies API pour pouvoir piloter notre plateforme, il va falloir qu'on transforme un peu cette façon de faire. On ne peut pas laisser la main à 100% aux devs sur toutes les ressources AWS sans abstraction. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à déployer des SRE dans les différentes tribus, avec également quand même quelques SRE cœurs qui allaient continuer de construire toute l'infrastructure as code, des services cœurs qu'on avait sur AWS, qui n'est pas forcément des services spécifiques pour les applicatifs. Après ça, on s'est rendu compte que dans la durée, et ça on pourra en discuter, dans la durée, les SRE qui sont déployés dans les équipes, souvent ils se retrouvent à faire quelques tâches un peu reloues parce que les développeurs considèrent qu'eux, il faut qu'ils codent. Le reste, c'est on fout ça à la poubelle des SRE ou des ops. Il y a aussi le fait qu'ils avaient l'impression de ne pas participer suffisamment à la création de l'infrastructure, ou en tout cas de la plateforme cœur, et pas d'être dans des sujets intellectuellement intéressants. Donc ce qu'on a et surtout plus cette organisation grossit, plus on se dit on a une nouvelle tribu, il faut 3 nouveaux SRE quoi. Donc il y a un moment on peut pas juste rajouter des SRE et dire que ça va marcher. Donc on a commencé une DevOpsisation, on peut dire ça comme ça, en se disant en fait ce qu'on va faire c'est on va réinculquer cette culture et mettre le paquet sur créer une offre de service en interne pour que les développeurs soient de plus en plus autonomes et pas besoin des SRI pour faire les tâches du quotidien ou créer un nouveau microservice, etc. Donc on a commencé à mettre en place, on a laissé en attendant les SRE dans les tribus, mais on a mis en place ce qu'on appelle CRE, mais ce n'est pas forcément la bonne définition, c'est Customer Reliability Engineering, c'est encore un truc qui vient de Google. Pour pouvoir faire le lien entre les équipes d'infra-cœur, on va dire, qui développent une offre de service en interne, et les équipes de développement pour savoir en fait où est-ce qu'ils ne sont pas autonomes, où est-ce qu'ils ne sont pas matures, de quoi ils auraient besoin si demain ils n'avaient plus de SRE, quoi. Et petit à petit, ça nous a conduit vers ce qu'on appelle le plateforme SRE, et ça, ce serait la construction d'une offre de service interne, d'un produit interne dont on va parler juste après, qui est en cours aujourd'hui chez Mano. Et à côté de ça, j'en parle parce que c'est aussi important, on a fait un shift left complet sur la QA, qui est un peu dans le même état d'esprit de se dire,
On va arrêter avec les équipes QA centralisées ou en tout cas même déployées mais qui font que des tests en bout de chaîne qui ne sont pas inclus dans les process de design applicatif, etc. Et à qui on jette un artefact et on dit teste et dis-moi quand c'est bon. Donc on a refait un shift complètement là-dessus et on a redonné la responsabilité de la qualité directement aux équipes applicatives. Alors quand je dis équipe applicative, je ne dis pas qu'on refile ça aux devs et qu'ils se démerdent. Je veux dire on refile ça à l'équipe, donc ça inclut le produit. Okay, mais c'est l'équipe qui développe une application qui va être responsable de sa qualité. Alors, ce n'est pas des ingénieurs QA, donc on ne va pas leur demander de faire le travail d'un ingénieur QA. En revanche, ils ont la responsabilité de la qualité. Donc, ils vont aller chercher les ressources et l'expertise dont ils ont besoin dans la société pour les aider à monter leurs tests automatisés, revoir leur process de code, leur workflow, etc. Okay, mais on va être plus en mode accompagnement, expertise, coaching que doueur en termes de QA. Voilà, et je vais terminer par Sunday. Donc Sunday, c'est tout jeune, hein. La boîte a 2 ans et des brouettes, je crois. Donc Sunday, c'est full sur GCP depuis son inception. C'est clairement du buy dans la stratégie, il faut aller super vite. On sait exactement où est notre cœur de métier et notre valeur ajoutée. Tout le reste, en gros, on achète, on délègue, enfin, ou on loue. Aujourd'hui, c'est 45 personnes à la tech, donc c'est tout petit, c'est 3 SRI, et les SRI, chez Sunday, c'est des gens qui ne travaillent que sur la plateforme. Ils ne sont pas dans les équipes engineering. Okay, c'est organisé en pilars, donc c'est comme les tribes, on peut leur donner un peu tous les noms qu'on veut, mais voilà, donc c'est aussi un scope fonctionnel autonome. Ce qui est vachement intéressant chez Sunday, et je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment réfléchir pour la suite, parce que c'est une position qui est hyper fluidifiante dans les organisations, c'est le rôle de staff engineer. Donc aujourd'hui, on a des software engineers dans les pilars, on a les product managers, on a etc. Mais on a aussi des staff engineers. Les staff engineers, c'est qui? C'est des gens qui ne font pas de management, c'est des experts techniques, c'est des gens qui connaissent plutôt bien le périmètre fonctionnel du pilar dans lequel ils sont, qui connaissent parfaitement le langage qui est utilisé pour le développement des applicatifs liés à ce pilar, mais qui ont le temps, qui ont l'appétence et la connaissance de travailler sur des sujets technico-techniques plus transverses que juste la partie technique pour le produit. Ça, c'est génial parce que ça permet quoi? Ça permet déjà d'aborder une vue un petit peu holistique à l'équipe engineering par rapport à ce qui se passe ailleurs et par rapport à ce qui est en train de se construire techniquement sur la plateforme Sunday globale. Ça permet de gérer des migrations techniques, tout simplement, dans les pilars, parce qu'on sait que les devs sont pressés par le produit, le métier, etc. C'est très compliqué de déléguer certaines actions parce qu'il y a tellement de validations à avoir entre il faut que le métier soit OK, que le produit soit OK, ouais, mais ça, c'était pas prévu, ouais, mais il y a un problème de sécurité, bon, il va falloir qu'on repriorise. Enfin, c'est toujours un peu le bordel. Et avoir ces gens qui font un vrai lien entre la plateforme et l'engineering, bah, franchement, ça n'a pas de valeur, quoi. Enfin, ou ça a trop de valeur, je ne sais pas. Mais ça, c'est un truc qui fonctionne hyper bien chez Sunday. C'est 75 microservices aujourd'hui, full GitOps. Et c'est un GitOps qui marche plutôt bien. Alors, la grande raison pour laquelle ça marche, enfin, il y a 2 raisons pour lesquelles ça marche. C'est qu'un, chez Sunday, la seniorité de la tech, c'est entre 14 et 15 ans de seniorité. Donc, il y a pas mal de vieux, donc il y a beaucoup de gens avec de l'expérience, il n'y a pas d'ego et de choses comme ça. Donc, les choses vont assez vite. L'autre raison pour laquelle le GitOps fonctionne chez nous, c'est que la boîte est toute jeune et qu'on l'a démarré avec. Donc, on n'a pas eu à se transformer. Implémenter du GitOps dans une boîte qui a besoin de se transformer, c'est très très dur. Et j'étais venu à la dernière matinale où c'était justement très intéressant parce qu'en fait, souvent, ça ne marche pas, quoi. Donc là, on a du bol, ça marche. On a ce qu'on appelle un generic workflow qui a été mis en place par les équipes plateformes qui permet un petit peu comme chez ManoMano en fait, de faire un descriptif de son microservice automatiquement déployé sur Kube, sur GCP. Avec les dépendances qui vont bien, enfin, etc. Aujourd'hui, les devs, donc c'est du trunk-based développement. Ils font en majorité pas de PR, c'est que du pair programming. Donc en gros, on développe avec le copain, on est content, on push. Dès qu'on push un commit, c'est déployé en alpha avec Argo CD. Donc alpha, c'est environnement de dev.
Dès qu'on tag, c'est envoyé en pré-prod, et dès qu'on crée une release, c'est envoyé en prod. Point. Voilà. Il n'y a pas de process manuel de déploiement, si ce n'est un commit Git. C'est aussi facile de rollback, évidemment, à la version précédente. Voilà. Donc les développeurs sont complètement full autonomes, ils sont responsables du run. C'est eux qui gèrent le run chez Sunday. Évidemment, l'équipe plateforme gère le run de la plateforme pure, mais le run applicatif, c'est 100% géré par les développeurs. Et comme je disais précédemment, toute cette glue entre besoin de migration technique, besoin d'optimiser certains workloads, parce qu'on fait aussi un peu de FinOps, et d'optimiser un petit peu les coûts, et ben voilà, tous ces sujets-là sont poussés, en tout cas animés dans les différents pillars, par les staff engineers. Et ça, c'est génial, ça change tout, parce que pas des SRE qui vont venir et dire il faudrait faire ça, machin, etc. Là, c'est des gens qui sont dans le pilar, qui vont dire, en fait, nous, il y a ces sujets-là qui vont faire partie de la vie du pilar pendant les 3 prochaines semaines, 3 prochains mois, etc. Donc, ce n'est pas quelqu'un d'extérieur qui va être là en mode donneur d'ordre ou en train de prier que le truc soit fait, quoi. Donc, c'est un gros levier d'enablement, quoi. Et côté data, on a suivi à peu près le même paradigme aussi. On a fait, alors, c'est pas vraiment du data mesh, mais c'est du data mesh dans l'esprit, où en fait tout ce qui est ingestion, transformation, exposition de la donnée, elle est faite par l'engineering aujourd'hui, sauf en ce qui concerne les workloads purement analytiques, BI évidemment. Mais tout le reste est fait par l'engineering avec l'aide des équipes data qui a monté, on va pas dire jusque du self-service, mais qui a monté des interfaces pour que les devs puissent directement ingérer, transformer, etc. la data sans justement avoir besoin d'équipes data. Et la question, c'est est-ce que tout ça, c'est scalable? Parce que Sunday, franchement, ça marche très bien, c'est top, c'est ultra fluide, mais on est 45 à la tech. Est-ce que ça marche à 500? Ça, c'est la grosse question. Et ce qui va être vachement intéressant à voir dans les prochaines années, je n'ai aucune réponse et je suis très curieux de voir ce que ça peut donner, justement. Alors, là, on a parlé pas mal de comment les boîtes s'organisaient, etc. La raison pour laquelle on essaye de trouver la meilleure méthode d'organisation, c'est évidemment de faire en sorte d'être plus rapide et d'apporter de la valeur, de réduire le time to market, enfin voilà, tous les buzzwords qu'on connaît. Pour moi, il y a 2 choses qui sont compliquées dans la tech. Un, c'est tout ce qui est stratégie de nommage. Je pense que ça peut emmener du bike shed sévère pendant des semaines. Et il y a comment est-ce qu'on organise pour que en fait, les gens juste ils s'assoient ensemble et ils discutent et ils bossent ensemble. Ça, c'est un truc, c'est bizarre, mais c'est hyper compliqué. Pourtant, tu dis, mais je sais pas, asseyez-vous puis discutez, quoi. Ah ouais, peut-être faire ça, ouais, voilà. Et ça, c'est très dur de le faire en large scale. Problème humain, potentiellement. Donc maintenant, on va pousser un petit peu par rapport à toutes les problématiques et les exemples un petit peu d'organisation qu'on a pu voir. Est-ce que finalement, on ne pourrait pas pousser, parce que je vous ai parlé de la data, qui aussi travaille vers un paradigme un peu plus orienté DevOps, même si ce n'est pas le bon mot, mais voilà, d'ouverture pour que les équipes d'engineering soient plus autonomes. En fait, c'est vrai pour plein d'autres périmètres en dehors de l'engineering. C'est vrai pour tous les périmètres techniques ou qui ont une accroche avec les équipes engineering. Donc on peut essayer de pousser ce paradigme plus loin vers ce qu'on appelle du platform engineering. Donc là, je vous ai mis une définition, voilà, ça vaut ce que ça vaut. Ça ressemble un petit peu dans l'esprit à ce qu'on dit, c'est du DevOps, quoi. C'est en gros... Ouais, alors c'est un peu du DevOps, mais élargi. Parce que ça ne va pas être que sur la partie infrastructure. Ça va être sur la partie globale avec lesquelles les devs, en tout cas les équipes d'engineering, interagissent. Et cette offre de plateforme engineering, elle doit être activable, actionnable, pilotable directement par chacune des équipes tech, sans avoir besoin de demander justement à un ingénieur côté data ou un ingénieur côté SRE. Alors, la mission plateforme engineering, peut-être que je l'imagine, c'est peut-être tout faux, c'est d'offrir des services autour de tout ce qui est opération. Donc ça, on connaît, il y a CI/CD, maintenance, run, etc. Alors, ça ne veut pas dire que... truc très important,
C'est pas parce qu'on veut créer une offre de platform engineering dans une boîte qu'on a une équipe platform engineering qui fait tout. Le but, c'est d'avoir un périmètre platform engineering et en fait, on va faire intervenir les diverses expertises sur les différents composants qu'on veut créer. Par exemple, on voit très souvent que sur une partie CI/CD, en fait, c'est plutôt des ingénieurs logiciels qui vont travailler sur la partie CI, et sur la partie CD, c'est potentiellement plus les équipes opérationnelles. Sécurité, scalabilité, reliability, ça, je ne vais pas en parler, Henri en a parlé longtemps. Performance, data, voilà, data. Il faut aussi se dire, en fait, on a besoin d'une offre de service en interne data. Pourquoi être obligé de passer systématiquement par un data engineer pour monter des tunnels d'ingestion, etc. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas être autonome là-dessus? Observabilité, intégration, c'est hyper important que ce que vous créez en interne, ce soit intégrable avec les outils que vous utilisez. Cost optimization, donc ça vient aussi un petit peu avec l'observabilité. Et aujourd'hui, sustainability, donc je mets pour toutes les définitions, donc c'est sustainability, donc on va parler en mode green, mais c'est sustainability aussi de évolution de la plateforme dans le temps. Est-ce que, en fait, ce qu'on est en train de monter, c'est maintenable, ou en tout cas, est-ce qu'on peut itérer dessus à long terme? Et toujours avoir un coin de la tête, c'est la développeur expérience, puisque 90% des gens pour qui on fait ça, ça va être les équipes d'engineering. Okay, donc c'est vraiment hyper important d'avoir ça à cœur, parce que c'est avec ces gens-là que vous allez devoir travailler ce que vous allez créer. Donc self-service, ça veut dire quoi le self-service en termes de platform engineering? Ça veut dire que les équipes devraient pouvoir provisionner facilement les services plateformes. Donc ce n'est pas que de l'infra, ça peut être plein d'autres choses, sans assistance. Okay, donc composants réutilisables, flexibles, extensibles, etc. Donc ça, c'est tout ce qui est la partie justement intégration. Alors, il y a aussi autre chose, c'est que la partie platform engineering, un peu comme le DevOps, c'est pas juste on va fournir de l'outillage et de l'infrastructure. Il faut que ce soit construit vraiment en collaboration avec nos stakeholders principaux. Okay, et pas juste construire ce qu'on pense qui serait bien pour les autres. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que pourquoi est-ce qu'on ne pousserait pas ce paradigme et construire un produit, un métaproduit, mais avec plusieurs produits en interne? Puisque finalement, on fait ça pour les autres, c'est quelque chose dont on veut capitaliser dessus, on voudrait répondre aux besoins de nos clients, entre guillemets, internes. En fait, on pourrait faire un produit. Voilà. Il y a un petit prérequis quand même, c'est qu'il faut que le mindset et la culture de la boîte soient prêtes pour ce changement-là. Et il faut déjà qu'on ait une implémentation DevOps au moins initiale en place pour que les gens comprennent un petit peu ces paradigmes de casser des silos, d'autonomisation des équipes, de responsabilisation des périmètres, etc. Donc ce sera un product interne. Je vais accélérer un peu parce que je suis à la bourre. Ce sera un product interne, donc ça veut dire des product managers ou des product owners, etc. Voilà, on crée vraiment un ou des produits. Important de se dire, okay, c'est quoi qu'est-ce qui nous pousse à faire ce produit, comment est-ce qu'on va le faire adopter, est-ce que c'est quelque chose qu'on aime, et donc on a envie de déployer. Implémenter tout ce qui est user research, ouais, c'est pas idiot finalement de prendre du temps et d'aller interviewer les équipes engineering, de dire en fait c'est quoi vos pain points, qu'est-ce que vous rêveriez d'avoir demain. Je ne vous promets pas qu'on le fera, mais en tout cas on va se diriger vers quelque chose qui va vous aider, mais on a besoin de billes plus fines. Donc allez-y, c'est le moment. Voilà. Et aligner les objectifs du produit que vous créez par rapport à ces besoins-là, quoi. Donc évidemment tout ce qui est Customer Satisfaction, tout ce qui est créer une vraie roadmap produit. Souvent côté plateforme, les roadmaps, ouais mais tu sais on a beaucoup de run, alors roadmap on ne veut pas trop ce machin. Là il faut prendre en compte, il faut une roadmap avec des KPI et des OKR assez clairs, parce qu'en fait c'est un produit, les gens vont nous suivre, les gens qui utilisent notre produit vont être hyper curieux de savoir qu'est-ce qui arrive dans les tuyaux, c'est quoi les nouvelles features, etc. Donc il faut créer de la doc par rapport à ça, des changelogs, etc.
Et hyper important, on crée un produit logiciel, donc il faut des tests, il faut mettre en place de la QA. Ça aussi, c'est un truc souvent côté plateforme. Ouais, on fait du Lean sur du Terraform, après on fait du Plan, voir ce OK, bon. Mais il n'y a pas beaucoup de tests, il y a très peu souvent des tests de régression. Je ne dis pas qu'il y en a pas, hein, il y a sûrement des gens qui font ça super bien ici. Mais quand on regarde souvent dans les organisations, les couvertures de tests côté plateforme sont assez faibles. Et dans les points hyper importants, marketing, c'est un produit, il faut que vous le marketiez en interne. Voilà. Donc ça, typiquement, c'est un truc que tout le monde déteste faire, mais c'est hyper important, parce que c'est ce qui va aussi créer un petit peu d'adhésion à votre produit. Donc vos principaux stakeholders, ça va être l'engineering et la data, on va dire, les fonctions un peu techniques, mais pas que. C'est les principaux, mais il y en a certainement d'autres qui vont être stakeholders de ce que vous proposez. Ce qui est hyper important est corrélé, alors c'est pas lié spécifiquement à la création d'un produit plateforme, mais qui est corrélé, c'est d'avoir un ownership hyper clair pour les services que vous avez dans votre organisation. Pour vos applicatifs, pour vos produits infra, etc., il faut que vous ayez des honneurs très clairs. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, un service, c'est pas juste coder une application. Je reparlerai rapidement un petit peu après. Et en fait, ça intègre plein de choses. Ça intègre la QA, ça intègre la sécu, ça intègre la data, etc. Et en fait, c'est hyper important d'avoir un vrai owner qui est conscient de tous ces prérequis sur son service. Très souvent, on va dire, le owner, c'est le lead dev. Ouais, OK. Ah non, mais moi, la sécu, je sais pas, je les vois pas. C'est juste des fois, ils me font chier parce qu'ils me donnent des accès. Mais non, il faut un vrai owner qui a l'appétence, justement, de l'évolution de son service dans l'écosystème dans lequel il interagit. Parce que c'est comme ça que vous aurez les bons retours de vos stakeholders sur qu'est-ce qu'il faut qu'on construise. Un truc que j'ai mis là, c'est arrêter d'essayer de former les développeurs à l'opérationnel. Franchement, 90%, ça les emmerde. 90%, ils n'ont pas l'appétence à ça. Ce n'est pas le métier qu'ils ont choisi. Voilà. Après, vous avez peur du bol, il y a des gens qui ont une impétence aussi à en faire, et ça, c'est super. Mais s'ils ont l'appétence à en faire, ils vont en faire et ils vont apprendre eux-mêmes. Moi, j'ai vu que très souvent, essayer de former les devs en interne sur des problématiques opérationnelles, en fait, c'est beaucoup de perte de temps, quoi, pour un gain qui est vraiment minimum. L'intérêt d'en faire un produit également, c'est d'avoir une structure de code qui est suivie, qui adhère au principe product de la boîte et qui permet aussi d'inner sourcing. Si vos devs ils trouvent que vous allez trop lentement, etc., ils peuvent potentiellement contribuer au code de des produits que vous développez côté infra. Et quand je dis produit, ce n'est pas que de l'infra as code, hein, ça peut être aussi du tooling des UI, etc. Et ça, les devs, ils peuvent clairement aider, quoi. Et c'est bien de commencer ce genre de shift en disant ce que vous êtes tout à l'heure. C'est en gros, voilà, les cocos, demain, vous n'avez plus de SRE dans les équipes, dans vos pilars, côté engineering. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui? C'est quoi les trucs les plus critiques? Et ça, souvent, les gens vont vous répondre tout de suite 2-3 trucs. Et en fait, ils vont réfléchir pendant une semaine, ils vont vous dire plein de trucs encore plus importants qu'ils pensaient que... Voilà. Donc, et c'est un truc qui est vachement intéressant, c'est vachement intéressant de voir sur... Ils ont un peu de temps de réfléchir ce qu'ils vont vous sortir par rapport à la réponse instinctive. Donc voilà, donc le but, c'est de construire une autonomie contrôlée. Ça veut dire quoi, autonomie contrôlée? Ça veut dire, en fait, on vous file les clés du camion pour gérer en fait, votre applicatif dans son ensemble avec toutes les problématiques qu'il peut avoir, data, sécu, infra... que sais-je, mais dans un milieu contrôlé, c'est-à-dire qu'en fait, on ne vous donne pas les clés et le compte admin de la landing zone cloud, mais on vous offre toutes les interfaces dont vous avez besoin pour pouvoir gérer en fait votre quotidien. Mais l'entièreté, pas juste la partie purement plateforme infra, quoi. Pour faire ça, il y a un truc hyper important, c'est que vous avez besoin du buy-in du product et du métier, parce que vous allez prendre du temps à vos équipes, potentiellement prendre du temps à vos devs aussi. Et donc, si vous n'avez pas le métier derrière, en tout cas, si vous n'avez pas le top management derrière, ça va être très compliqué de vous battre contre les priorités métiers. Il faut que ça rentre dans les priorités métiers, puisque c'est également un produit, quoi. Voilà, donc plateforme engineering, pas l'équipe, mais vraiment le produit, le métaproduit en tant que tel, ça va agréger plein de différentes expertises. DevOps, /SRE, parce que c'est Google, c'est cool. DataOps, MLOps, DevSecOps, FinOps, GitOps, en termes de, pas de personnes, mais d'implémentation.
Il faut que tous ces gens-là, et plus, soient partie prenante de la construction de vos produits. Okay. Encore une fois, on ne crée pas des produits en isolation, on a besoin des bonnes expertises à un bon moment, etc. Au niveau des architectes, en tout cas sur tout ce qui est partie plateforme, les architectes c'est dehors, les architectes c'est les ops qui font l'architecture. Okay. Aujourd'hui, quand on est sur du cloud public, on a des solutions architectes à qui on peut discuter pour savoir si on utilise à peu près les services qu'il faut, de la façon dont il faut. Mais aujourd'hui, côté plateforme, dans le cloud public, on n'a plus besoin d'architectes. Okay. Je ne parle pas des architectes fonctionnels qui, eux, sont nécessaires pour vos applicatifs. Mais donc, on a besoin de faire de l'architecture, mais on n'a pas besoin d'architectes. Voilà, et le profil des gens qui vont créer ce produit de plateforme, 5 minutes bah, non, mais moi j'ai besoin d'une demi-heure encore. Okay. C'est évidemment designer, développer, optimiser voilà, tout ce qui est tool, plateforme, documentation, machin, ce qui est un peu, on va dire, le rôle d'un SRE traditionnel. Ça va être de l'amener aussi de l'expertise dans les équipes on-demand. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'en fait, on ne dédie plus des ressources à une tribu, à une équipe, etc., enfin des ressources orientées ops. On les déploie on-demand. C'est-à-dire parfois, il y a des problématiques compliquées et on a besoin de l'expertise de SRE, soit pour monter son microservice et son infrastructure qui va avec, parce qu'il y a des trucs qui ne sont pas forcément aujourd'hui inclus dans le produit plateforme, ou parce que les problématiques sont très complexes, ou parce qu'on a un accident de prod et il y a des trucs, franchement, on ne comprend rien, on a besoin des ops. Et c'est d'avoir cette capacité de faire de l'on-demand. Ça va optimiser vos nombres de ressources ops. Vous n'avez plus besoin de dédier des gens dans les équipes. Pour ça, évidemment, c'est toujours pareil, hein, communiquer, collaborer, communiquer, collaborer, communiquer, collaborer. Communiquer, c'est ultra important. Très souvent, quand moi, je parle à mes équipes de communiquer sur ce qu'ils font, etc. Vous dites, oui, bah ouais, mais quoi, tu crois qu'on ne travaille pas? Je dis, mais non, en fait, le problème, c'est pas, je sais très bien que vous travaillez. En fait, je m'en fous. En fait. Ce que je veux, c'est que vous disiez et vous explicitiez à l'ensemble des gens qui ont une dépendance à ce que vous faites, d'expliquer ce que vous faites, ce que vous faites et ce que vous allez faire. C'est important parce qu'eux ont aussi besoin de s'organiser par rapport à ce qu'ils sont en train de faire. Et s'ils apprennent qu'il y a une nouvelle feature qui va arriver dans 15 jours et qu'ils voulaient déployer demain, bah, potentiellement, peut-être qu'ils vont attendre 15 jours parce que comme ça, ils vont bénéficier de la nouvelle feature. Voilà. Petite chose rapide, donc voilà, c'est toujours augmenter la compliance, la cohérence, etc. C'est quand même un des buts, en tout cas technique aussi, de fournir ce produit-là, c'est que les gens rationalisent l'utilisation de la tech via votre produit. Attention aux abstractions d'abstraction, parce que souvent on va faire des interfaces au-dessus d'AWS ou de GCP, donc réinventez pas une nouvelle CLI au-dessus de la CLI AWS ou autre. Le but, c'est de trouver le juste milieu entre je donne accès total à cette partie-là via une abstraction assez simple, mais je ne vais pas reconstruire une API complète au-dessus des API Amazon ou autres. Limiter le choix, c'est pareil, on ne supportera pas tout. Et l'intérêt de faire des interfaces d'abstraction, c'est justement de ne pas tout supporter. Mais ce qu'on supporte, on le supporte bien. Okay, et on donne une autonomie totale aux équipes. Tout ce qui est gestion du fail, donc ça Henri en a parlé, je vais aller parce que je suis hyper à la bourre. Vous n'emmerdez pas avec le legacy. Le legacy ne rentre pas dans le produit plateforme. Le legacy, c'est pas moche, hein, c'est beau, c'est votre héritage, c'est littéralement ça. C'est souvent ce qui paye le salaire des gens aussi. Mais décorrélez-le du produit ou platform engineering. Trouvez un moyen de le gérer, soit par rapport soit de la façon dont vous le faisiez avant, soit réinventer un modèle, mais l'intégrez pas dans votre produit. Et pareil, continuez évidemment à faire de la veille tech, à explorer de nouvelles technologies, mais les intégrez pas, pareil, immédiatement, parce que très souvent, les gens vont dire « Oh putain, il y a une nouvelle feature de truc qui est tombée hier, vous pouvez l'intégrer dans la plateforme. » Ouais, cool, mais cool, justement. Je vais passer hyper rapidement, juste un petit rappel qu'en fait, un software engineer, aujourd'hui, c'est plus juste quelqu'un qui fait du code. C'est quelqu'un qui travaille dans une équipe, et cette équipe a la responsabilité de l'architecture et design applicatif, de son déploiement, de sa qualité, de sa sécu, de la gestion de ses données, et de tout ce qui est l'observabilité, potentiellement exposer les SLO qu'elle propose, et gérer le run. Voilà. Et donc, c'est parce qu'aujourd'hui, on se dirige vers ce paradigme-là où l'équipe est responsable de tout, qu'elle doit avoir
à côté d'elle une plateforme. Quand je dis plateforme, encore une fois, je ne parle pas que de l'infra, je parle vraiment de la plateforme de service qui est offerte aux équipes tech. Et pour ça, il ne faut pas hésiter à secouer les équipes de plateforme pour qu'elles soient cohérentes par rapport à ce qu'elles veulent construire pour vous. Et encore une fois, pas construire les trucs en disant « Ah, je suis sûr que ça va être trop bien, ça », mais en fait, personne n'en a rien à foutre ou personne n'en a besoin. Voilà. Observabilité, bon, je passe très vite, parce qu'Henri en a parlé, mais l'observabilité, c'est le cœur de tout. C'est-à-dire qu'il vaut mieux trop d'observabilité, même s'il y a un peu de bruit, que pas assez. C'est ce qui va permettre aux équipes qui ne sont pas au cœur de la plateforme, donc côté engineering, de voir ce qui se passe. Et quelques trucs un petit peu rapides pour finir. On parlait d'observabilité, mesurer, c'est-à-dire quand vous transformez vos organisations et vos équipes, trouver un moyen de mesurer l'augmentation de valeur. Alors ça, c'est très personnel à chaque boîte, mais c'est hyper important parce que sinon, c'est compliqué de mesurer l'évolution. Alors des fois, on dit « Oh, mais les gens sont plus contents. Ouais, » D'accord, mais bon, ce qui est une très bonne valeur aussi, hein, mais il faut pouvoir le prouver, le mesurer. Il n'y a pas de baguette magique, c'est-à-dire qu'en gros, ce que font les uns dans une boîte, ça marche très rarement dans une autre, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'inspirer, hein, mais c'est pas genre, ah ouais, non mais ça, mais attends, mais t'as pas vu les principes d'Amazon, c'est ça qu'il faut faire, quoi. Ouais, mais bon, encore une fois, comme disait Henri, on n'est pas chez Google, on n'est pas chez Amazon non plus. Chaque organisation est unique, pas réinventer la roue, s'il y a des trucs, des gens qui ont déjà fait exactement ce que vous voulez faire, bah, tant qu'à faire, capitaliser là-dessus. Arrêtez de faire des codes de blog, de machin, lui il est trop fort, il a mis ça, regarde c'est ça qu'il faut qu'on fasse. T'as vu, c'est trop bien, il dit que les devs sont hyper contents et tout, ok. Déjà les articles de blog, c'est souvent on vous raconte pas qu'il y a eu beaucoup de pleurs et de sang avant, souvent c'est assez embelli parce que quand même c'est public, donc il faut que la boîte ait l'air cool. Encore une fois, hein, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'inspirer, mais il faut faire très attention. Votre métier, votre culture, tout ça, c'est unique, c'est ce qui fait votre boîte, c'est ce qui fait votre produit, c'est ce qui fait votre organisation. Attention à tous les 10 ans de bonne aventure sur les patterns, anti-patterns, best practices. Non, je ne peux pas faire ça, c'est contre les best practices, c'est un anti-pattern. Ouais, ok, peut-être, mais en fait, moi, si je fais la best practice, ça va me prendre 3 mois. Ça va rien m'apporter, et si je fais le petit truc dégueulasse là à côté, ça me prend 3 minutes, et en fait, ça double ma valeur. Et ça, c'est OK. C'est OK de le faire. Il faut rester pragmatique. Donc, comme je disais, s'inspirer, mais pas faire du copier-coller. Toujours travailler, quand vous faites du platform engineering, par petite itération. Arrêtez de se dire ouais, mais dans 1 an, on te sort la feature. Bah ouais, mais du coup, pendant 1 an, il ne se passe rien. Non, c'est itération par itération. C'est comme un process de développement traditionnel, surtout que les besoins de vos stakeholders, ils peuvent évoluer. Donc, voyez long terme sur la stratégie et le paradigme global dans lequel vous voulez aller. Restez court terme sur les implémentations, quoi. Et vous ne prenez pas la tête sur les petits détails, etc. Restez simple sur votre implémentation. Encore une fois, la réalité, hein, ce n'est pas basé sur les schémas, des flèches et autre chose. La réalité, c'est moche, c'est sale. On se trimballe plein d'autres choses que les autres ne trimballent pas, ou en tout cas pas de la même façon. Donc c'est toujours vraiment adapté, non seulement aux besoins évidemment, mais aussi à la culture de votre boîte, etc. Hyper important d'avoir une stratégie claire sur le make or buy. N'hésitez pas à chaque fois que vous avez un use case, en fait, définissez votre stratégie. Voyez ce qui a vraiment de la valeur pour vous. Est-ce que créer un système d'A/B testing from scratch, ça apporte de la valeur dans votre boîte ou pas, ou est-ce que finalement on peut prendre un outil du marché? Voilà, ça c'est vraiment des questions à se poser en amont pour qu'on sache quand on implémente ce qu'on va faire. Est-ce qu'on achète? Est-ce qu'on crée? Valeur ajoutée, des fois, ça veut juste dire fun. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de valeur intrinsèque marchande par rapport à notre métier, mais c'est hyper fun pour les gens de le faire. Et donc, ça a de la valeur parce que les gens vont être contents, et ça va augmenter votre rétention, etc. Donc, la valeur, elle n'est pas toujours purement directe. Parfois, elle est aussi indirecte. Et puis, bon, alors, après, dans le make or buy, c'est toujours faire attention, évidemment, à tout ce qui est vendeur lock-in, et modèle économique, où ouais, on va aller à fond avec lui. Et puis en fait, la boîte grossit. Et en fait, le modèle économique fait que vous payez 100 fois plus que vous payez l'année précédente. Sauf que là, vous êtes pieds et poings liés, etc. Donc, toujours faire attention. Il y a le lock-in technique, il y a le lock-in billing, voilà, qu'on oublie souvent.
Et comme je disais avant, hein, prendre des raccourcis, faire un truc dégueulasse, c'est parfaitement acceptable. Il faut juste les documenter et les assumer et se donner un ETA qu'on suit. J'ai fini dans 2 minutes. Ce qui est hyper important, c'est aussi c'est définir vraiment la cible que vous voulez, d'avoir une vue holistique et pas juste purement orientée infrastructure plateforme, mais une vue holistique par rapport à tous les besoins et toutes les équipes que vous avez dans l'environnement tech et métier de votre boîte. Comme j'ai remis la loi de Conwell, hein, vraiment, quand vous commencez à vous transformer, à se dire, OK, on va partir plutôt vers un paradigme platform engineering, mais même sans parler d'en faire un produit, hein, c'est oublier ce qui existe aujourd'hui dans votre boîte, parce que sinon, vous allez avoir un biais et vous dire, ouais, mais aujourd'hui, on est comme ça, donc comment est-ce que je vais transitionner vers là? Non, oubliez le truc et dites-vous, on est une boîte qui fait ça, donc restez dans votre cœur de marché avec la réalité, etc. Mais enlevez-vous de la tête l'organisation et les workflows et les process actuels pour essayer de trouver ce que vous aimeriez avoir comme target. Que vous y arriviez ou pas, c'est pas grave. Parce qu'en fait, chaque milestone que vous allez faire pendant ce voyage vers votre cible, elle va être bonne à prendre et elle va apporter des améliorations. Donc vous en faites pas si vous n'y arrivez pas. Des fois, c'est bien de se mettre des goals qui sont impossibles ou infinis, mais il faut des milestones qui soient clairs pour avoir des vrais wins. Et ces milestones-là, elles vous apporteront chacune des améliorations. Voilà, merci. Des questions? Désolé. Je suis en retard. C'est très bien. J'avais une question. Ouais. Dans le discours que tu portes, il y a un moment où tu dis ne demandez pas aux développeurs d'aller s'intéresser notamment à la production, à la plateforme en elle-même. Sauf qu'à un autre moment, tu dis you build it, you run it. Ouais. On est à la croisée des chemins là-dessus parce que, moi je te rejoins sur la partie. En fait, la valeur ajoutée d'un développeur, c'est effectivement de développer et c'est peut-être pas d'aller lui demander de s'intéresser à l'ensemble des stacks, même si on va avoir des experts qui vont être très intéressés et comme tu dis, ils vont monter en compétences. Mais j'en reviens sur, en fait, build it, you run it. En fait, plus le temps avance, moins je suis convaincu. Alors, tu vois, par exemple, chez Sundell, c'est ce qu'on fait. Après, je ne dis pas que c'est le bon exemple, c'est un exemple qui est facile. Donc je conçois que ce ne soit pas évident de le mettre en place ailleurs. Non, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, moi, je ne vais pas demander aux équipes de dev de s'intéresser à comment fonctionne RDS chez Amazon, à comment faire du CloudFormation ou du Terraform pour le mettre en place, à comment gérer toute cette partie-là. En revanche, ce qu'on va demander aux équipes, encore une fois, ce n'est pas aux devs, hein, c'est aux équipes engineering, Ubility Run It, c'est d'être responsable de leur déploiement, leur run, leur sécu, etc. Mais être responsable, encore une fois, ça ne veut pas dire ils se transforment demain en DevSecOps. Non, être responsable, ça veut dire que justement, ils ont maintenant les leviers pour aller challenger l'équipe Platform Engineering en disant, nous, on est responsable. Je sais pas, on a de notre sécu, on voudrait des tests automatisés sur des IDOR par exemple, ou des choses comme ça, ou peu importe, ou sur des contraintes qu'a imposé l'équipe sécu. Ça, il faudrait que ce soit intégré côté platform engineering, parce que déjà ça bénéficierait à toutes les équipes, etc. Donc en fait, c'est utiliser cette responsabilisation pour aller challenger le produit plateforme qu'on met à votre disposition. Okay. C'est-à-dire, on ne peut pas demander aux gens d'être responsables de leur run s'ils n'ont pas le levier pour gérer leur run. Tu vois, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas parce qu'ils sont responsables de leur run qu'ils vont avoir envie d'aller regarder comment fonctionnent les couches-bâches, les machins et tous les différents services d'un cloud provider. Pour ça, ils doivent avoir des interfaces qui leur permettent de le faire. Quoi. Oui. Du coup, c'est vrai qu'il y en a combien chez Sundell aujourd'hui? Des personnes dans les équipes de dev qui ont cette responsabilité sur l'infra, par exemple? Alors, en gros, c'est pas des personnes dédiées, c'est chaque équipe, chaque équipe de développement, si tu veux, donc qui est composée, on va dire, d'un lead dev, d'une équipe de dev et d'un PM. Okay. En fait, le lead dev et le PM ont la responsabilité du run, etc., de leur applicatif.
Et qui est-ce qui va gérer la glue, justement, entre les besoins de l'équipe engineering en termes, justement, encore une fois, pas que d'infra, mais de tout le reste? C'est les staff engineers qui sont rattachés au pilar. Et ça, les staff engineers vont travailler d'un côté avec les devs, ça va récupérer un peu les besoins, etc. De l'autre côté, avec les SRI de la plateforme. Alors, très souvent, ce qui se passe, en tout cas chez Sunday, c'est qu'il y a des besoins remontés par les stakeholders. Et ben, en fait, les SRI vont aller travailler souvent directement avec les staffs ou les software engineers pour monter cette offre de service ou monter ces facilités ou ces abstractions, quoi. Voilà. Parce qu'encore une fois, il ne s'agit pas juste de dire vous avez besoin de quoi, faisons de la user research, et puis après on se barre 6 mois et on développe un truc. Non, non, l'intérêt justement, c'est encore une fois de faire asseoir les gens à côté aussi, les uns à côté des autres, de discuter et de se rendre compte, des vraies problématiques des uns et des autres. Le vie ma vie, comme disait Henri, c'est un truc super à faire, ça. Mais résultat, tes staff ingénieurs, eux, ils ont cette compétence infra et cette appétence. Ils ont cette appétence. Pas forcément la compétence, mais ils ont cette appétence. Ouais. Ouais, c'est des gens qui sont techniquement, c'est toujours 99,9% des gens qui viennent du développement, mais qui ont une appétence, on va dire, plus forte à la tech pure qu'au fonctionnel. Et donc, même s'ils n'ont pas d'expérience de SRI ou autre, c'est des gens qui connaissent quand même un petit peu la base de données, qui savent grosso modo comment fonctionnent les services cloud, etc. Même si ça n'a pas été leur métier, oui, c'est des gens qui ont une forte empreinte technique. Et une grosse expérience aussi, parce qu'il faut, faut s'être pris des murs pour... J'ai une question sur le ratio internalisation-externalisation. Ouais. Si je projette dans le modèle, je me dis, effectivement, ça serait bien que tout soit internalisé, sauf que internaliser des gens, il faut déjà les recruter, les attirer, etc. C'est quoi la place de la sous-traitance là-dedans? Alors là, ça dépend énormément des boîtes. Je sais que chez VP, c'était devenu 0 au moment où je suis arrivé. C'était 80% qui est devenu 0 en 6 mois, je crois. Maintenant, honnêtement, je ne sais pas, mais c'est massivement internalisé, VP. Mano, il y avait, je crois, 10 à 15, non, plutôt 15% de prestats, que ce soit Global Tech, donc un peu toutes les, que ce soit, tous les types de profils, data, ingénieur logiciel et puis Ops. Avec un peu le crash des VC et tout de 2022, maintenant c'est plutôt 0,5% de prestats, je pense. Et chez Sunday, il n'y a pas de prestats. Voilà. Après, qu'est-ce que je conseille, qu'est-ce que je ne conseille pas? Moi, je pense que si on se focus sur le périmètre construction de plateforme engineering, c'est parfaitement OK d'avoir des prestats qui vont aider à venir construire un ou plusieurs produits, tu vois, qui ramènent de l'expertise sur certains sujets. Après, il faut bien comprendre que c'est un paradigme et une transformation qui est très liée à ta boîte, à ta culture, etc. Et donc, tu as besoin de te projeter sur du long terme. Et quand je dis se projeter sur du long terme, c'est que tu n'as pas besoin de gens qui vont rester 10 ans. Ce que je veux dire, c'est que tu as besoin d'influer cette culture pour que les gens qui perdurent après toi continuent à la pousser, quoi. En tout cas, ce paradigme-là. Donc souvent, moi, de façon très subjective, ce que j'aurais tendance à faire, c'est de donner aux prestats des sujets plutôt technico-techniques et d'aller aider nos équipes internes à construire les différentes briques qu'il y a besoin de construire. Tout le reste, je les laisserai plutôt en interne, quoi. Ce que je trouve intéressant dans ce que tu nous as présenté, c'est la relation avec la notion de capacity planning et le fait d'expliquer qu'en fait on mobilise de l'expertise au bon moment pour des fonctions bien précises. Ouais. Et c'est peut-être, en réflexion comme ça, je me dis qu'en fait c'est peut-être une des réponses à solliciter les bonnes expertises sur le marché à des moments très précis pour apporter une valeur très concrète, quitte en fait à faire des switches à chaque fois qu'en fait on a besoin de nouvelles expertises. Non, mais carrément, bien sûr. Ouais. Si tu as l'opportunité de le faire avec des partenaires prestataires qui peuvent te fournir le type de compétences dont tu as besoin au moment où tu en as besoin, très bien, tu vois. Voilà. Après, les grosses orgas type VP, souvent, elles ont ces compétences en interne. Donc, c'est potentiellement, on va dire, élargir tu vois, la workforce à certains moments, plus que trouver de l'expertise. Sauf si vraiment il y a un développement d'un truc complètement nouveau. Mais c'est pareil, si on développe un truc complètement nouveau qu'on veut rendre pérenne dans le temps, on va prendre des gens internes pour tu vois, au moins pour piloter le truc et le diriger dans le temps. Merci.
Ben non, il y a encore une question. Ben attends, il veut absolument nous jeter, quoi. En fait, là, tu parles beaucoup de produits, surtout dans la phase de conception, de déploiement avec tes équipes. Tu assures comment le run derrière? Qui prend en charge le run de ces produits-là? Le run des produits plateforme. Ouais. Alors ça, c'est l'équipe plateforme. Ok. Ça, ce que tu... Ah ouais, ouais. Ça, c'est... ouais. Ça, il n'y a pas photo. Non, il ne faut quand même pas demander aux autres de gérer. Non. Ah non, carrément. Bon, Henri, il y a une question. Combien de staff sur 45 personnes à la tech, combien de staff? 4. Un par pilar. C'est 10 équipes, du coup. 4 équipes. C'est 4 pilars et dedans, tu as plusieurs équipes. Merci beaucoup, j'espère que Merci. cette matinée vous a plu.